La date de ma naissance, on ne sait pas vraiment, par suite des événements de la guerre et de l'Exode. Selon le registre du baptême qui a été établi à Istanbul par le patriarcat catholique, je suis né le 9 septembre 1914. Mais selon les avis des personnes qui ont vécu à ce moment, je suis né en 1915, en pleine guerre et pendant que notre père était mobilisé au front. Papy, je me souviens que tu aimais nous parler de nos origines. Le génocide des Arméniens en 1915, ton enfance déracinée loin de ta famille, ta vie de réfugié à Marseille. Mais récemment, j'ai découvert ton journal. Tu y racontes des moments de ta jeunesse dont tu évitais soigneusement de parler et que tu résumes par l'expression « déportation STO ». Dans le cadre de ce service du travail obligatoire, tu as servi de main-d'œuvre en Allemagne nazie. Sur cette période trouble, tu as laissé beaucoup d'archives, mais seulement une photo. J'ai l'impression que tout cela n'a pas été conservé par hasard. Comment toi, l'immigré arménien, t'es-tu retrouvé à devoir travailler pour l'ennemi ? Qui étaient ces STO dont tu faisais partie ? Pourquoi préférais-tu taire ce passé de ton vivant ? Aujourd'hui, tu n'es plus là pour répondre à mes questions. J'ai décidé de partir sur tes traces et de rencontrer les derniers témoins ayant des expériences similaires à la tienne. « 25 mars 1944. Recensement et convocation pour le STO à la rue Honorat. Les démarches de M. Grail, le patron de la pharmacie, auprès des autorités d'occupation pour que je reste à Marseille, ont été inutiles. Eh bien là, voilà la rue Honorat. Vous la connaissiez? Ah, vous la connaissiez pas? Eh bien voilà, votre grand-père est parti de là en même temps que moi. Enfin, pas en même temps que moi, mais il est parti du même endroit que moi. Voilà, moi je suis parti d'ici. Moi j'ai été pris directement par des soldats allemands qui raflaient. Je travaillais là dans un restaurant, donc je faisais ma plonge là. Et vers les 10 heures, je vois rentrer deux Allemands. Les deux Allemands viennent vers moi et ils me demandent si je suis français. J'ai dit oui. Et ils me disent, donnez-moi vos papiers. Alors je leur ai donné ma carte d'identité. Ils m'ont pris la carte d'identité et ils m'ont dit, vous viendrez la chercher à la rue Honorat. Voilà comment ça s'est passé. Et voilà. Il y avait la commandature là, où je suis rentré. J'étais gardé par des Allemands, tout ça. Ouais, là, des Allemands, il y en avait. Je suis rentré là, je suis monté les escaliers. Je suis allé jusque là-haut. Là-haut, ils m'ont remis mes papiers, m'ont fait ma carte d'identité qu'ils m'avaient pris. Et puis, je suis ressorti par là. Et je suis allé chercher on m'a mis dans le. Enfin, je suis allé au train. Et je suis rentré, je me suis assis dans le wagon. Et puis, j'ai attendu que les gens descendent là pour remplir le train. Et puis, une fois que le train était prêt, on est parti. Voilà. On est parti pour revenir 25 mois après. Voilà. Et votre famille, vous avez pu... Et ma famille, je ne les ai plus revus. Ils étaient là-bas au fond. Ils m'ont vu 25 mois après, c'est tout. Voilà. Et là-bas, il y a une plaque, Albert. Ah oui, une plaque commémorative. Oui. Eh bien, il faut y aller là-bas. Vous la connaissez? Ah ben elle est là, oui, elle est là. Oh putain, je ne savais pas ça. Elle est là, la plaque commémorative. Vous avez une bonne idée de venir là, hein? Ah ben voilà. Moi aussi, je suis passée ici des dizaines de fois. Et je n'ai jamais vu cette plaque qui parle de ces STO dont tu faisais partie.
Vous étiez plus de 600 000 dans toute la France, et pourtant presque personne ne parle de vous. Pas de grande commémoration officielle ni de grands films sur vous. Il me semble que vous restez une ombre dans notre histoire. Donc Albert, mon grand-père, il a écrit son histoire dans un journal. Ouais. Et donc il raconte, si vous voulez voir, vous allez voir au 28 mars. 28 mars 1944, oui. Il dit qu'il est parti pour le STO en 1944. Pourquoi il part à cette période-là? Je me le demande aussi, parce que je suis parti en 43, moi. Il y avait déjà 1 an que j'étais là-bas, moi. Vous savez que je vais vous dire, il y a le volontaire et le déporté. Il y a le déporté politique. Hein. Donc nous, on a été déportés du service obligatoire du travail. On a été pris de chez nous pour nous faire travailler là-bas. Notre grand-père était dans le même cas que nous. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il a été pris très tard. Il a été pris en fin de guerre, finalement, presque en fin de guerre. Ah ben, c'est ça que je ne comprends pas. Parce que là, je ne sais pas s'il demandait encore des gens, là, à ce moment-là. Voilà. Parce qu'il fut un temps, quand nous sommes partis en 1943, eux, ils avaient besoin de la jeunesse. C'est pour ça qu'ils ont mobilisé deux ou trois classes, je crois. La 41, la 42 et la 43. Donc moi, je suis dans la 42, je suis parti obligatoirement, j'étais au milieu, voilà. Donc moi, je suis parti direct. Mais votre grand-père, je ne comprends pas pourquoi il est parti en dernier, comme ça, si tard. Il n'est pas parti volontaire, non. Ça, vous ne pouvez pas le savoir. Ça, vous ne pouvez pas le savoir. Ben, parce que moi, ça m'étonne. Il a été convoqué. Les seuls mots qu'il dit, c'est après convocation et recensement pour le STO, je me suis rendu à la rue Honora et je suis parti vers l'Allemagne. Mais est-ce qu'il a des papiers prouvant qu'il est du STO? C'est ça qu'il faut. Moi, j'ai un papier qui parle du STO. Et il faut quand même prouver qu'il a fait partie du travail obligatoire. Alors, j'ai retrouvé sa carte de rapatrié, ça c'est une copie. La carte de rapatrié. La carte de rapatrié, ça, je ne sais pas si ça veut dire beaucoup de choses, ça, parce qu'on rapatrie les Français chez eux. Alors il peut y avoir des volontaires, comme il peut y avoir des appelés comme nous, ou des prix. Seulement, dommage qu'il n'ait pas le papier du départ. Albert a été raflé, toit requis. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Arménien, préparateur en pharmacie, parti en 1944 à l'âge de 30 ans. Ton profil est atypique. En effet, la plupart des STO sont partis en 1943 et ils avaient entre 20 et 22 ans. Dans la famille, on dit aussi que tu aurais été dénoncé par des collègues de travail. J'aurais aimé que tu m'en dises plus sur les conditions de ton départ. Donc ça, c'est les petits bombardements. On trouve toujours des choses très diverses dans un carton. Parce que moi, je cherche en fait à comprendre un peu le contexte du départ de mon grand-père autour de mars 1944. Justement, voilà qui est très intéressant, commissariat des renseignements généraux. Les renseignements généraux sont généralement très précis et donnent tous les incidents possibles et imaginables, mais aussi l'état de l'opinion publique, les actions de la résistance, celles de la collaboration. Et comme on voit, les rafles de travailleurs destinés à la manœuvre allemande suscitent une grande nervosité au sein de la population marseillaise. Donc on sent que ça inquiétait beaucoup quand même, ces départs. Oui. Même si presque plus personne ne partait depuis l'été 1943, il y avait toujours des rafles, il y avait toujours des convocations. Et jusqu'à l'été 1944 même, ça restait une épée de Damoclès. Et il y avait toujours la peur de pouvoir être requis, raflé. Et il y avait quand même toujours des victimes qui partaient, même si c'était un nombre infime. Ah, et tiens, ça va vous intéresser. Dans les milieux arméniens de Marseille, on se plaint de plus en plus du STO en ce qui concerne son application
comparativement à celle des autres étrangers et surtout aux Italiens, ex-ennemis de la France. Les Arméniens disent ouvertement qu'ils ont été soumis aux lois françaises en ce qui concerne le recrutement, qu'ils ont en outre fait la guerre comme les Français, ce qui est vrai, et que malgré cela, ils sont considérés comme la plus basse classe d'étrangers. Voilà une trace très rare de la façon dont les Arméniens se sentaient considérés à l'époque où votre grand-père était requis. Mais ils n'étaient pas particulièrement visés comme étrangers, quoi. C'était pas une classe d'étrangers plus visée qu'une autre. Pas plus, il n'existait pas de sentiment anti-arménien particulier dans l'opinion publique. Globalement, la communauté arménienne avait toujours été bien intégrée. Mais à partir de février 1944, effectivement, il y a eu un désir affiché de Pierre Laballe de faire porter le gros de la réquisition sur les étrangers, dans l'espoir de satisfaire ainsi l'opinion publique. Là, donc, c'est le transport du 24 mai. Février. Ah, il y a mars. Mars voilà. 1944. Complètement mal rangé. Donc là, je peux peut-être trouver quelque chose. Il y a des chances. Alors, mars 1944. Liste nominative des ouvriers partis en Allemagne. Hein. Voilà, départ 8 mars 1944. Ah, moi, c'est 28. C'est son nom de famille, déjà. C'était Kaftanjian. Comme ici. Ah oui. Ah, oui. Ben oui, c'est lui. Kaftanjian, Nassip, 14 impasse Broquier, Sainte-Marguerite. Et même le numéro de départ. RA, c'est quoi, RA? Sans doute requis arménien, je suppose. Ah, d'accord. Il y a des volontaires aussi qui sont partis. Oui, voilà, le mot même V, jour. effectivement, doit indiquer les volontaires. Effectivement, il en restait. Okay. Évidemment, un document qui n'est pas au meilleur de son état, mais chaque nom, c'est toute une histoire familiale ou personnelle. Et c'est précieux. Maintenant, j'en suis sûre, tu es bien parti comme STO et dans l'une des dernières listes de partants malchanceux. Tu es mort alors que j'étais adolescente. Je me souviens de toi comme quelqu'un de discret, sensible, qui n'aimait pas faire de vagues. Je me demande si tu aurais pu, malgré tout, fuir ta réquisition. Là, c'est le même mur, il n'y a que les plantations qui y étaient pas. Et il y avait du soleil, il était midi, tandis que là, aujourd'hui, on est à l'ombre. Ben, j'avais 20 ans, le 15 juin 1943. J'étais tellement préparé que je ne suis pas parti en pleurant, hein. Je suis parti normalement, c'était un événement, il fallait le faire. J'étais préparé, il y avait 3 mois que les gens de mon âge partaient un peu partout. Dans le train, on chantait, il y en a qui jouaient de l'harmonica, on braillait, on bouffait, on était comme des gosses, on ne savait pas ce qu'on faisait. Il n'y en a pas un qui cagueulait en disant on veut pas partir. On n'avait pas envie de manifester. Mon grand-père a aussi écrit un journal. Moi, ce que je comprends de ce qu'il a laissé, c'est juste qu'en fait, il a été convoqué, il est parti, quoi. Il a choisi d'obéir. Mais moi aussi, j'ai choisi d'obéir. C'était d'abord l'esprit de la famille. D'obéir, on n'était pas indisciplinés. On était un peu pétinistes. Pourquoi on était pétinistes? Parce que c'était le gouvernement actuel. Là, maintenant, on serait macroniste. On n'était pas des contestataires. Si j'étais pas parti, j'avais 3 frères qui pouvaient être pris en otage et mon père. Donc, on s'est mis autour de la table et on a dit qu'est-ce qu'on fait? Et on a décidé que je suivrais mon sort, que je partirais. Et je suis parti. Il n'y a pas eu de... On pouvait se planquer, mais à l'époque, le maquis n'existait pas ici, dans la région. Donc, se planquer où? Comment? On ne savait pas s'il n'y avait pas des contrôles qui auraient pointé les départs. Mais effectivement, on n'a pas été jamais pointé.
on pouvait s'échapper. Quand on a pris le train à Angoulême, on a mis 24 heures pour aller à la gare de l'Est. On a arrêté le train tout le temps, on tirait sur le signal d'alarme, le train s'arrêtait en pleine campagne. On descendait du train, c'était la pagaille, on pouvait foutre le camp. C'était facile. Il n'y avait que 2 soldats allemands qui descendaient avec nous. Ils avaient un fusil, mais ils n'auraient pas tiré sur tout le monde à la fois. On pouvait s'échapper, mais aller où? Il n'y avait pas de maquis, c'est facile à dire maintenant. Il n'y avait pas de maquis, il n'y avait rien. Et on était dénoncés. Toi, quand tu es parti en 1944, la résistance s'était organisée. Et elle accueillait bon nombre de réfractaires au STO. Tu sais, je me suis fait pas mal de fantasmes. J'aurais voulu te classer parmi les héros. Mais je n'oublie pas qu'en tant qu'immigré, une des choses qui t'importait le plus, c'était de te fondre dans la masse pour t'intégrer. À 1h du matin, nous embarquons dans des trains avec d'autres Français et Arméniens vers l'Allemagne, pour le service du travail obligatoire. Nous traversons différentes villes, Dijon, Montbéliard, Belfort, Mulhouse, Karlsruhe. 4 avril. Nous arrivons à Breslau à midi. C'est ici qu'il y a le marché des hommes de différents pays. Nous sommes vendus comme des moutons dans différents secteurs de travail. 9 avril. Séparé de nos amis de voyage, je reste presque seul. La tristesse m'envahit et je pleure à chaudes larmes. Après un court trajet, nous arrivons à Markstedt, au camp des travailleurs obligatoires. 12 avril, je débute mon travail à l'usine d'armement Krupp, sur une machine perceuse. Ainsi commence notre nouvelle vie en Allemagne, dans le camp et à l'usine, en pleine guerre, sous les bombardements. Meine Damen und Herren, in Kürze erreichen wir Essen Hauptbahnhof. So there's Markstedt. And this is the whole area, probably this of Bertha work, and this is some adding area which was planted. So this is all the factory Yeah. where my grandfather used to work. Yes. And how many people used to work in this factory, you know? At the beginning, in 1943, it was about around 2,500. And at the end of the Second World War, it was about 4,000. So we have Croatia, Poland. So they are all the workers Yes. from the Bertha Werk Group. Yes. Here. From Armenia, with a French and Russia background. Probably. Ah, Kaftandian. Oh, there is a mistake in his Writing. first name. Okay. Yes, it's Nasip. There is a N instead of the P. Okay. But it's him. It's him. The birth date is it's okay, but he's ranked with Verschiedene. Yeah. It's Different. different. Yes. So it's quite. What does it mean? He's probably not listed as a French. He's coming from French, but his nationality at this point was Armenian. That this is one list or a part of the list where they have bring back a pool of minorities or little groups. So okay. because you see from Bulgaria,
from Greece, from Letland, from Estland. So they just put the smaller nationalities here together. Okay, so different. He was not with French. No. For the French one, we have also a second list. And that's it? Do you have anything else about my grandfather in your archive? No, that's it. Okay. We just have this name in the list, and Yeah. maybe it's helpful for you. No picture and... No, sorry. We just prepared some pictures. We have one a stock where we documented a visit from the company. So maybe in this picture you see in German, we call it Baracken. And we have documented this visit from the company of the Bertha work. And this is maybe some picture where you see the visitors from the company and also from the Third Reich, from the different positions. In the background, you see the workers. standing the workers, also children, women, older men. So maybe my grandfather Could be, is among the yes, workers. because this picture was made about in the fall of 1943. 43? Yes, in the fall. Because my grandfather, he came in 1944. Okay, so it was maybe before. Chaque jour, on fait 2 à 3 kilomètres à pied entre les baraques et l'usine, en travaillant 12 heures par jour, une semaine de nuit et une semaine de jour. Le matin, bonne heure en allant à l'usine. Nous traversons les champs de blé et les vignes. Les femmes et les filles y travaillent en chantant une mélodie lointaine qui fusionne avec le chant matinal des oiseaux. Certains ouvriers marchent pieds nus pour aller à l'usine, leurs souliers à la main pour ne pas les user. On mange tous les midis de la soupe, faite avec des pépins, des poires, des pommes de terre ou des rutabagas. À l'usine, il y a différentes races provenant des différents pays de l'Europe occupée par les Allemands, et avec différentes coutumes, différentes langues, différents caractères et différentes opinions. Il faut s'adapter à tous pour mener à bien notre déportation. Je voudrais en savoir plus. À quoi ressemblait ton travail? Étais-tu surveillé? Fidèle à l'éducation religieuse que tu as reçue, tu t'exprimes toujours avec une grande pudeur, comme si tu ne disais pas tout. Je dois m'efforcer de lire entre les lignes. Je retrouve la trace d'un de tes camarades d'infortune. Sur un site de généalogie, un message posté par Annie Vernier mentionne son père, STO à Markstedt. Comme toi, il a écrit son histoire. Par contre, il y a le bloc 5, baraque 45. Ce serait peut-être à vérifier par rapport à ce que j'ai lu tout à l'heure de votre grand-père, qui donnait le nom de sa baraque, le numéro de sa baraque. La baraque où il y a la messe. Oui. Alors vous voyez, là justement, j'ai recopié Wohnlager 2A, B2 6. Oui. Donc, Donc c'est là où il était. hébergé. C'est sa baraque. D'accord. J'imagine. Mais et vous c'était Ah, 45. Oui, 45. Et puis, quand il a écrit à sa maman, c'est à nouveau marqué bâtiment 40. Wohnlager 2. Bâtiment 45-4. C'est la même chose. Wohnlager 2. Lager 2. Et oui, c'est ce que je disais. Donc, lui, il est dans le bâtiment 45, une baraque 45. Oui. Et lui... Wohnlager, c'est Caen, hein, je pense. C'est Caen, c'est le camp, je pense. D'accord. Donc, ils sont dans le même camp, oui. Seulement dans Ils une sont baraque dans- différente. Ouais. Alors, Par contre, je n'ai pas le. Ouais, Wohnlager 2. B2, 6, je sais pas. Alors ça, par contre, c'est une émotion. D'avoir la preuve
qu'ils étaient dans le même camp. Là, c'est une certitude, c'est écrit aux deux endroits, quoi. C'est bizarre. Alors, il y a également une carte de contrôle, fabrique 4475, baraque 4, 45, et la baraque 43. Voilà, celle de votre grand-père est... Voilà, c'est 2 baraques avant celle de mon papa, quoi. Ils sont dans le même camp. On les visualise. Donc, c'est au milieu de ces baraques que mon père a réussi à faire une piste d'athlétisme. Ah oui. Voilà, parce que c'est les baraques qui limitent le stade. Bah, à un moment donné, il parle de sport qui est quand même organisé, quoi. Oui, Il en parle, je ne sais pas s'il ouais. y participe, Ça, c'est mais intéressant. là... 27 août, je me suis fait photographier à Merkstedt. Ce jour-là, il y avait du sport entre Français et Tchèques. Et moi, j'ai une lettre de celui qui organise la compétition du côté tchèque. Je l'ai ici. Comme quoi, un petit bout de papier, vu X fois et auquel on n'attache aucune importance, du coup, en prend une. J'ai également une photo de lui avant son départ. Quand j'ai vu cette photo, j'ai réalisé une phrase qu'il avait écrite qui disait « Nous n'étions que des gamins. La guerre, c'était l'affaire de nos parents. » Certainement qu'il y a eu des jeunes qui sont entrés dans la résistance, enfin qui ont vraiment pris des positions politiques, mais il y en a d'autres, comme lui, qui se sont laissés mener sans plus de réflexion que ça. Quand je vois qu'il a écrit en titre « Il n'y eut pas que des héros », à mon avis, ça fait référence à ce qu'il ressentait de ce qu'il avait été à l'époque. Dans le camp, nous avons 2 jeunes prêtres français, abbé Gauthier et abbé Larpeau. Ils célèbrent la messe tous les jours dans le baraquement et le dimanche, à la chapelle de Markstedt. Nous continuons les obligations chrétiennes. 25 juin. Je comprends que parmi les Arméniens, il y a des égoïstes, des jaloux qui ne pensent qu'à leur intérêt pour gagner de l'argent. Heureusement, j'ai 2 amis arméniens de Marseille, Chahignan Donabed et Adi Chiampol, tous les 2 coiffeurs. Je n'oublierai jamais leur amitié sincère. 2 juillet, j'ai mangé du boulgour avec Paul. 4 juillet, j'ai mangé un oiseau. 9 juillet, à Jeltsch, pique-nique avec des amis. D'un côté la rivière, la forêt, et de l'autre les champs. Les petits enfants qui s'amusent. Les garçons et les filles proprement habillés et bien coiffés pêchent. Au bar, on refuse de nous servir une bière. Les Français d'ici sont de très bons organisateurs. Ils font souvent des représentations théâtrales, du cinéma, de la musique et des jeux. Ça nous distrait un peu. J'avais monté une équipe de football. Oui. Eh oui, eh oui. Eh bien, on jouait au ballon, pourtant on crevait de faim. Eh bien, le dimanche, on allait autant jouer contre une équipe allemande, oui, mais histoire de passer l'après-midi. Et maintenant, je ne vous dirai pas qu'à Chemnitz, le dimanche, il y avait pas un hôtel, mais il y avait un grand, je ne me rappelle plus comment il s'appelait, où on dansait, un grand restaurant, où on y allait, il n'y avait que les Allemands. Mais nous, on y allait quand même, avec Marchetti. On se tapait comme on pouvait, on mettait le chapeau, et on allait.
Et c'était un orchestre de femmes, c'était que les femmes qui jouaient là. Oh, porte tournante, tu sais, tu rentrais que roule là. Tu sors d'un village de 1000 habitants, tu te retrouves. On se faisait petit avec Marghetti. Et bien, il y en a qui te diront, oh putain, vous avez été en Allemagne, vous avez fait ci, vous avez... Eh bien, on a fait ce qu'on a pu. Comment il faut faire. C'est qu'on cherchait, c'est surtout ramener sa peau. Le problème, il était là. Toi, c'était pas l'enfer quand même, là où tu étais. Ah non, non. Loin de la France, loin de ta famille. Ah ouais. Mais tu vivais pas l'enfer. Non, pour ça, disons que il voulait qu'on travaille, voilà. Le problème était là. Fallait, celui qui ne travaillait pas, il ne restait pas. Mais enfin, Vous pensez que vous auriez pu vous échapper ou c'était gardé? non, c'était pas. Non, on pouvait s'échapper, mais si on était repris, on était immédiatement mis dans un camp de redressement, c'est-à-dire un camp de concentration, les AEL qu'on appelait, camp de AEL. Et ces camps-là étaient puisés. Et le gars qui sortait de là, il ne pouvait plus marcher, tellement qu'on l'est. Il ne fallait pas se faire reprendre. Nous, j'ai eu envisagé, avec des collègues, de partir. Mais je me suis dégonflé. Parce que on était deux ou trois, là, des collègues de Marseille, là, on devait partir. Et puis, par contre, mon fort arbitre, c'est-à-dire mon contremaître allemand, qui était très bien, il voulait me faire regarder. Il me dit, je te donnerai tout ce qu'il faut pour partir. Et puis je peux partir. Et ouais. On avait droit à une permission toutes les années. J'étais tout prêt pour partir. Donc je partais pas, mais je suis allé voir le magistère, le grand patron. Je suis allé, je me suis pris de courage, je suis monté à son bureau, j'ai tapé, je suis rentré, il parlait un peu français. Ça a bien tombé le coup. Il m'a dit, monsieur, j'ai dit, oui, bonjour, monsieur. Et alors, il m'a dit, c'est pourquoi? J'ai dit, ben, c'est pour la permission. Ah, ben, pour la permission, il m'a dit, monsieur, mais qu'est-ce que vous voulez la permission? Mais vous savez que vos copains, ils sont partis en permission, ils ne sont pas rentrés. C'est les mariés, ceux qui sont mariés sont partis avant vous. J'ai dit ça, oui, je le sais. Je sais que les mariés devaient partir avant. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, ben, quand les mariés reviendront, vous partirez. Alors, comme il ne revenait plus, on avait tout compris. Donc, on n'est plus parti. Alors, moi, ce que je lui ai dit au monsieur, j'ai dit, mais alors, qu'est-ce qu'on va faire, nous, ici? Il me dit, mais vous ne partirez plus, monsieur. Il parlait très bien français, en plus. Il me dit, mais vous ne partirez plus, monsieur, d'ici. Vous êtes ici, et lorsque la guerre sera terminée, on fera venir toute votre famille pour reconstruire l'Allemagne. J'ai dit, merci, monsieur. Maintenant, je suis au courant. Voilà. Et je suis reparti travailler dans mon bloc d'usine. Voilà. T'accommoder de la vie en Allemagne, mais souffrir d'être loin de chez toi. Forcé à fabriquer des armes contre ton pays d'adoption tout en étant payé. Vouloir peut-être manifester ton opposition et en même temps rester irréprochable pour ne pas risquer de tout perdre. Je me rends compte que ta place de STO était parfois terriblement ambiguë. Règlement. Les détenus des camps de concentration, c'est-à-dire pas les STO, sont ennemis de l'État. Toute relation avec ces ennemis de l'État est rigoureusement interdite. Il est interdit de s'entretenir avec les détenus, puisqu'ils travaillaient ensemble parfois. Payer un travail quelconque en argent ou en nature, soit de la nourriture, des boissons ou du tabac. Livrer des vêtements sur une demande du détenu. Accepter et expédier du courrier, lettres, paquets, etc. d'un détenu. Aussi de remettre du courrier destiné aux détenus. Toute conduite contraire à ces règlements sera punie sévèrement. Les réfractaires peuvent être internés. Et c'est signé, j'ai reçu un exemplaire de cette déclaration. D'accord. Sa carte de travail. Pas du tout connaissance de ça.
Donc ça veut dire que quand ils arrivaient, ils avaient connaissance qu'il y avait un camp de concentration à côté, qu'il y avait peut-être des juifs qui allaient travailler à côté d'eux et qu'ils n'avaient pas le droit de se parler, quoi. Quand ils travaillent de nuit, il y a un pyjama rayé qui vient aussi travailler. Donc, il a bien signé ça avant. Ainsi, il est prévenu que s'il a des contacts avec ce déporté, il y aura des répercussions. Toi, qui tenais tant à ce que l'on reconnaisse le génocide des Arméniens, tu n'as pas parlé de ce que tu as vu ou su à propos des déportés des camps de concentration. Tu as écrit ce journal à ta retraite. Tu avais alors une liberté de ton, une liberté de commenter ton vécu ou d'adresser un message à tes enfants. Mais tu n'en as rien fait. Je suis arrivé à Marstadt en 1943. Là, je suis resté quelques mois et ensuite dans un camp qui était tout près de là, qui s'appelait Pfingsteichen. Mon grand-père, il est arrivé en 1944. Je vous montre sa photo. Oui, un peu bel homme. Oui. Et tu ne peux pas me demander qui je me rappelle. Mais ça ici, il y avait beaucoup de travailleurs libres qui travaillaient à côté. Et avec tout à fait un autre régime, comme travailleurs libres. Comme ils pouvaient se déplacer librement, ils pouvaient, je suppose qu'ils pouvaient aller au cinéma, ils pouvaient aller dans un café pour prendre des bières. Ils disposaient de leur temps à part le travail. Et tandis que nous étions les esclaves pour M. Courbe. Voilà. C'est vrai que dans ce que mon grand-père raconte, ça me fait bizarre. Enfin, j'aimerais bien en fait savoir, voilà, pourquoi il a choisi de ne pas raconter ce côté-là. Mais peut-être il ne voyait pas ça. Il ne voyait pas ça. C'était. Il voyait certainement qu'on est accompagné avec des capots, puis on est accompagné avec des SS. Ça, tout le monde voyait ça. Et ça vous est arrivé de parler avec des STO? De temps en temps, on travaillait à côté. Souvent, avec les STO, on se faisait des trafics parfois. Quelqu'un qui avait quelque part d'argent, il donnait d'argent, on recevait un morceau de pain. Ou quelqu'un qui avait... j'avais une montre. Je donnais une montre et je reçus un morceau de pain. Un pain. Évidemment, c'était interdit, très, très réprimé. Mais on trouvait le moyen de le faire en cachette. Comment raconter l'innommable? Comment décrire un souvenir que tu aurais certainement voulu effacer de ta mémoire? Je réalise que l'écriture était surtout un exutoire pour toi. C'était ta façon d'échapper au cafard, de te raccrocher à la vie. J'ai besoin de voir les lieux,
La Silésie, cette partie est de l'Allemagne qui depuis a été rattachée à la Pologne. Je veux me confronter à ces images déformées qui se sont créées dans ma tête. Je veux ressentir ce qui reste et ce qui s'efface. Znajdujemy się na terenie, gdzie Alfred Krupp wybudował zakłady zbrojeniowe. Na budowę zakładów zbrojeniowych Kruppa wydał zgodę sam Adolf Hitler. Przy czym w każdej takiej hali pracowało około 1000 więźniów, były 22 suwnice. Nazywali to więźniowie szyfami, czyli takie ciągi produkcyjne, przy których powstawały haubice, działa dalekosiężne, torpedy. I pod ścianami przy jednej takiej suwnicy pracowało około 20-30 więźniów. Pod ścianami stali SS-mani z psami. Proszę sobie wyobrazić, że na tych szyfach dochodziło bardzo często do samobójstw. Znajdujemy się w muzeum, w którym zgromadzono zbiory pochodzące albo z terenów byłego Pfännfteichen, albo z okolic. Różni ludzie, czasami byli więźniowie, czasami uczniowie, czasami po prostu przygodni ludzie przynosili różne eksponaty, które tutaj się znajdują. I to jest taki eksponat, który jest najbardziej związany z historią pani dziadka. To są tak zwane tabliczki, identyfikatory pracowników cywilnych. Proszę zobaczyć, one mają 4 cm na 8. Jeżeli to był więzień, to jest tam tylko informacja Häftling, czyli niemiecka nazwa niewolnika, i numer identyfikacyjny. Jeżeli to jest pracownik cywilny, jest podany, jaki jest zawód wyuczony, jaki jest zawód wykonywany, w którym roku tutaj, w którym dokładnie czasie znalazł się ten pracownik i narodowość. Et sur les travailleurs civils, est-ce que vous avez des informations sur les travailleurs comme mon grand-père? Jedynym pracownikiem cywilnym, którego poznałam, to jest pani dziadek. J'ai longuement cherché ton nom parmi les différentes plaques des travailleurs de Krupp. En vain. Ici aussi, presque personne ne vous connaît. Et pourtant, je voudrais trouver une trace. Un petit quelque chose qui me raccrocherait à toi. Nous avions 2 jeunes prêtres, abbé Gauthier et abbé Larbeau. Ils célébraient la messe tous les jours dans les baraquements et le dimanche à la chapelle de Markstedt. Chaque jour, là c'est important, on faisait 3 km à pied entre les baraques et l'usine en travaillant 12 heures par jour, une semaine la nuit, une semaine le jour. Tak, tylko stąd do fabryki. W prostej linii? W prostej linii. No tylko, że to też, tak to też jest tak na oko powiedziane, nie? Około 3 km. Około 3 kilometrów. No, ale to teoretycznie będzie. by się zgadzało, bo jeżeli obóz był z tyłu za nami kawałek. To w linii prostej, Tak. przez ten przejazd. Tak, to mogłoby się zgadzać. To Pensez savoir où c'est le... Naprawdę to teraz nam trochę wywraca pogląd na to wszystko, co wiemy o Jelczu. Naprawdę, to są bardzo cenne informacje. Dużo nam to poprzewraca. Znajdujemy się przed zdjęciem lotniczym z 18 września 1944 roku. Zdjęcie zostało zrobione o godzinie 9:20, około 9:27. I według tego, co przekazuje z pamiętnika dziadka, potwierdza nam się informacja, że był specjalny obóz dla Francuzów znajdujący się w tej okolicy za parkiem. Właśnie to by wyjaśniało park i tutaj znajdował się kościół gdzieś w tej okolicy. A my jesteśmy tu.
Attends, donc là, ça, ça c'est les baraques où il habitait, le camp? Tak, tu widać te pojedyncze takie punkciki, to mogą być właśnie budynki. Budynki, baraczki. C'est ça. Ah oui, les petits points. Ah oui, c'est les... Et l'usine, elle était... C'est ça, l'usine? A tutaj jest zakład. I właśnie mówiłaś o 3 kilometrach, więc próbujemy sprawdzić w linii prostej ile było. Tu mamy teraz park. No to było gdzieś tutaj. Stąd do fabryki. I tak, idealnie, 2,6 km. Ouais, 2 km 6, ouais. Donc ce serait ça, ça correspondrait... Donc là, Tak, le camp des travailleurs civils. Ten był pierwszy, ten był założony dla Francuzów i potem został już zrobiony ten... Et là, les déportés des camps de concentration. Tak. Et du coup, j'ai l'impression vraiment là de mieux comprendre en fait la façon dont mon grand-père a raconté. Parce que je comprenais pas pourquoi il s'attarde sur des paysages, à raconter le champ de blé, les vignes, tout ça, et pourquoi il racontait pas qu'en fait il y avait des déportés de camps de concentration. Niemcy nie lubili, żeby ich ludność cywilna widziała tych więźniów, więc podejrzewam, że prowadzali ich bocznymi, tylnymi drogami. No ja tak dodam jeszcze od siebie, że to też z racji pełnionej funkcji przez twojego dziadka też mogło być tak, że niekoniecznie mógł widzieć tyle, ile inni widzieli, bo to zależy, jaką funkcję też wykonywał, w jakiej części zakładu pracował, co robił. No to według tego naszego zdjęcia lotniczego to sugeruje takie zagęszczenie mniejszych baraków właśnie w tej okolicy. Tak, czyli to by były te pola, tu, bądź tutaj, tutaj. No to tutaj w okolicy były pola i najprawdopodobniej fabryka jest w tamtym kierunku, więc dziadek musiał chodzić właśnie tutaj tymi polami w okolicy, jak wspominał właśnie, pola uprawne, winnice. Winnica nawet by pasowała do winnicy tutaj tego rodu Sarmat. Jedyne ta stara droga jest niezmieniona. Drzewa mogą pamiętać. Ça vous intéresserait pour votre association d'avoir la photo de mon grand-père? No pewnie, każda pamiątka jest dla nas bardzo cenna, tym bardziej, że znamy historię tej osoby. To nie jest przypadkowe zdjęcie. Tak, będziemy mogli ją w bardzo fajnym miejscu, w gablocie, umieścimy ją na pewno i przede wszystkim będziemy mogli opowiadać osobom, które do nas przychodzą i oglądają nasze zbiory, że żywa historia tak na dobrą sprawę, że ktoś, kto tutaj był, kto tutaj pracował w tych zakładach. Bardzo dziękujemy. I uśmiech mam po dziadku. Dziękujemy. Tu n'es pas là, mais je me sens proche de toi. Et je dois accepter qu'il y a certaines choses que je ne saurai jamais. En lisant la suite de ton récit, je comprends que la fin de la guerre était la période sans doute la plus dangereuse pour vous. Vous étiez sous les bombardements alliés et la répression des Allemands était au maximum.
28 août, bombardement de Marseille. Avec angoisse, nous attendons des nouvelles de nos parents. « 12 septembre, la fête au foyer. Vers la fin des réjouissances, arrestation de 14 personnes françaises et leur refoulement vers les camps de concentration. On n'a jamais su ce qu'ils sont devenus. 7 octobre, alerte dans le camp. Nous sommes sortis des baraques pour aller aux abris. Mon pied a été blessé. Je suis rentré à l'infirmerie jusqu'au 22 octobre. Dans la tempête, dans la neige, aller-retour au travail, à l'usine, dans la nuit, fatigué de la journée du travail, retour dans les baraques. Pour l'amour de Dieu, pour le pardon de nos péchés, avec patience, nous poursuivons notre chemin. 24 décembre. Après avoir travaillé à l'usine toute la journée, nous sommes en congé jusqu'à mercredi soir. Dans toutes les baraques, on prépare le réveillon tant bien que mal, selon les conditions et le moral du jour. Dans notre baraque, comme dans les autres, nous passons nos jours dans l'incertitude. Un triste espoir sans le feu, sans charbon. Moins 24 degrés de température à l'extérieur. « 10 janvier 1945. Obscurcissement à l'usine et des essais d'alerte dans les baraquements. Nous sommes couchés sur une planche en bois de lits superposés en pensant à nos êtres chers. Dans un silence complet, j'entends des douces mélodies chantées par les ouvriers russes d'une seule voix. On était bombardés tous les midis et tous les minuit. Enfin, bombardement, alerte sûre, hein. Mais pas quand ça tombait, croyez-moi, hein. Ça faisait mal. Hein. Moi, j'ai vu des atrocités terribles. Hein. J'ai vu des gars brûlés vivants devant moi. Voilà, ma blessure, elle est là. J'ai été blessé dans un bombardement. Ça bombardait de tous les bords. J'ai pris en 2 ans 106 bombardements. Et il y en a eu un qui a été fatal pour moi, c'est celui-là. Là. Il m'a traversé le bras droit. Bon, ça, c'est une photo dans le camp 6 qui a été tout démoli. Donc, moi, je suis ici. Tous ces camarades-là sont morts dans ce camp. Mais 95 copains tués, tous. Et moi, je suis là. Et vous allez me demander pourquoi. Parce que j'ai eu le pressentiment que, d'après ma blessure, j'avais peur. Je vous dis la vérité, j'ai toujours peur. Et j'avais le pressentiment qu'un jour, je resterais dans un bombardement. Et tous les soirs, je voyais des faisceaux. Vous savez, dans la nuit, qui cherchaient les avions. Donc là, moi, j'ai pris peur. Et je me suis dit, il faut que je me trouve un endroit très loin de la ville pour pouvoir me sortir de là. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé un endroit où j'allais coucher tous les soirs à 7 km à pied. Tous les soirs, je faisais 7 km à pied. Je prenais ma bouffe à la cantine et je montais, je partais. « 21 janvier. À 0h30, en état d'alerte. La libération se prépare. On entend les bruits des canons jusqu'à ce qu'ils s'éloignent petit à petit. L'armée allemande capitule. Les Allemands disparaissent peu à peu de tous les services. Donc, la première chose, on envahit la cuisine du camp. Pour la première fois, on mange de la viande, des confitures et du sucre. On en prend en réserve pour le voyage. 22-24 janvier. On est assiégé par l'armée russe. L'heure de la libération a sonné. Nous nous mettons en marche vers la Pologne, dans le froid, sous la neige, jour et nuit. On est des milliers. Des déportés et des prisonniers se joignent à notre groupe. Nous marchons vers notre destin. Vous avez mis 6 mois pour rentrer.
Sous la coupe des Russes, vous avez dû à nouveau travailler et puis attendre, encore et encore, votre retour en France. 26 juillet. À 21h, on arrive à Marseille. Nous sommes dirigés à la rue Honorade où on est parti pour l'Allemagne. Nous recevons un bon accueil et un dîner copieux. Puis j'arrive à la maison chérie et avec une très grande joie, je retrouve ma mère, ma tante et mon père en bonne santé. Ton exil forcé aura duré 1 an, 3 mois et 26 jours. Depuis la fin de la guerre, toi et les STO avez perdu votre titre de déporté du travail. On vous appelle désormais personne contrainte au travail en pays ennemi ou bien victime du travail forcé. Difficile de vous nommer simplement, comme si vous n'aviez pas d'identité fixe. Tu cotisais pour une fédération qui se bat toujours pour votre reconnaissance. Maurice et Yves aussi. Albert, lui, a écrit au président de la République pour demander une réparation financière. Cette expérience vous aura forcément marqué. Il y avait 1 an que la guerre était finie quand on est rentré. La France s'était réinstallée sans nous. Quand on est arrivé, on arrivait en surnombre, on n'avait pas besoin de nous. Ils étaient organisés sans nous. Et on arrivait, on était presque de trop. Ah, quand on est arrivé, quand on a été retourné chez nous, ils nous ont donné un costume, ils appelaient ça le costume Pétain. Alors c'était un costume fait dans des trucs gris, comment je peux dire, un peu ordinaire, quoi, c'était ordinaire. Mais on nous avait fait ce cadeau. Alors si c'est ça le cadeau de la France pour les déportés, je les remercie infiniment. Voilà, et puis voilà, ça a pris 2 ans et demi de leur vie, quoi, quand même. Non reconnus par la France, puisqu'il y a des pays qui ont indemnisé, je pense surtout à l'Autriche, par exemple, leur STO. Et la France a considéré que ce n'étaient pas des prisonniers de guerre, qu'ils n'étaient pas dans des conditions extrêmes. Les résistants ont compté. Les Juifs, les déportés, quand ils sont revenus, ont compté. Mais les STO ont passé dans la mémoire collective pour des gens qui ont collaboré. Parce que les Français ont oublié qu'en France, dans les usines françaises, ils ont aussi collaboré. Mais dans des conditions moins pires que ce qu'eux, ils ont vécu, parce qu'ils étaient complètement déracinés. Il ne voulait pas être assimilé à des lâches, à des soumis, à des volontaires, à des collaborateurs, raison pour laquelle il n'aimait pas parler non plus de cet épisode. Et sans doute avait-il l'impression que aussi bien la population que leurs descendants n'arriveraient pas à comprendre. Et puis, c'est souvent au moment de l'âge de la retraite que certains ont enfin écrit leurs souvenirs ou accepté de les raconter. Mais la plupart, effectivement, préféraient tourner la page. Très peu sont retournés sur le lieu de travail en Allemagne, même en pèlerinage. Et finalement, comme il n'y avait pas dans la sphère publique non plus un très grand intérêt, eh bien, pourquoi finalement en parler ? Pas assez héros, pas assez salauds, pas assez martyrs. Toi et les STO, vous êtes toujours restés dans un entre-deux, dans les zones grises de notre récit national. Aujourd'hui, je comprends que cet entre-deux a sa place dans mon histoire. Ton journal se termine avec la date de tes fiançailles, 1 an après ton retour. Et puis ce sont des pages blanches. Tu n'as pas parlé de ton vivant, mais en laissant ces écrits, tu m'as permis de chercher pour tenter de voir au-delà.